tout le temps, sauf depuis 10 ans. On est revenu en France. Moi, j'ai beaucoup passé de temps sous les tropiques et un petit peu en Angleterre. Et mon compagnon, lui, a passé toute sa vie en Angleterre. On est revenu en 2009. On a acheté ici et on a repris le jardin en main. Il n'y avait rien. On a tout fait table rase et on a tout recommencé à zéro. Il n'y avait pas grand-chose. Hein. Et donc, la première année, on a commencé à observer comment fonctionne le jardin, parce que c'est pas un jardin facile, hein. Vous verrez avec les ombres, le courant d'air, le vent, il y avait le vent, on l'a minimisé d'ailleurs, et il a fallu observer un peu comment fonctionnait le jardin, titre d'ensoleillement et des températures, parce que c'est un climat particulier ici au Relais-Quéruillon. Il y en a qui sont du Relais-Quéruillon? Non, aucun. On a un climat très particulier, ce qui fait qu'on peut faire pousser énormément de choses et très tôt. D'accord. On a un microclimat qui est très très doux. Okay. Par exemple, ici, nous, les pommes de terre, on les plante le 15 mars, il n'y a aucun problème, jamais. À la Ligue à Lambézélec, on a planté les pommes de terre plus tard, on les a plantées début avril. Le 5 mai, elles ont été ratiboisées par le gel. Ah oui. C'est pas beau, c'est pas loin, hein. Là, pourtant, oui. Et donc du coup, là, on sera obligé d'en tenir compte les années suivantes. Ouais, voilà, planter les patates le 15 avril, c'est un mois plus tard que chez nous. Ouais, ça dépend des courants d'air. Donc ça dépend des coins. Et on a beau dire, on est au bord de la mer, parce que même à Lambézélec, c'est quand même pas très loin de la mer. Hein, tout à fait. C'est quand même Brest et maritime, hein, partout. Et bien malgré tout, il y a des zones qui sont, pour des raisons inconnues, je ne sais pas trop pourquoi, qui sont plus froides. Et donc du coup, il est très très important de commencer par bien étudier comment fonctionne son jardin et son climat, observer l'ensoleillement, les gelées blanches par exemple, quand vous avez des gelées blanches, pour pouvoir arriver après à faire des choses convenables. Alors évidemment, on apprend aussi de ces secs, hein, parce que par exemple à la Ligue, ça fait 2 fois de suite qu'on se fait geler les patates. Il a fallu 2 fois quand même. Pour comprendre. Je crois que là, parce qu'on a commencé le 15 mars la première année, après on a commencé le 1er avril, mais c'est pas encore assez tard, donc maintenant ça va être le 15 avril. Donc il ne faut pas non plus prendre le bourrichon, il ne faut pas hésiter à faire des expériences et apprendre de ces expériences. Donc voilà, la première année on n'a rien fait, on a observé. Et ensuite on a commencé à dessiner, c'est-à-dire qu'on n'a rien planté d'abord, on a pris les mesures du jardin, on a fait un plan à l'échelle. Et ensuite, on a dessiné et implanté ce qu'on voulait. On a commencé par faire la liste de tout ce qu'on voulait. Et on voulait beaucoup. Et on voulait surtout, avoir à la fois un jardin ornemental. On voulait avoir de la place, parce que moi j'ai des petits-enfants, pour que les petits-enfants puissent jouer dans l'herbe. On voulait des poules. Et on voulait un potager productif, très productif. Et donc, du coup, il fallait caser tout ça. L'ensemble de la propriété fait 525 mètres carrés. Donc si on enlève les allées, la maison et tout ça, il doit rester dans les 350 mètres carrés où on peut faire des choses, cultiver des choses. D'accord. Donc ici, c'est un petit coin un peu pas facile. Donc du coup, c'est là que j'ai décidé de mettre les aromatiques. Et effectivement, c'est très sec. C'est-à-dire que par exemple, j'ai tenté le persil, la coriandre ici, c'est trop sec. Donc ce sont des aromatiques justement méditerranéennes, c'est-à-dire l'origan, le thym, le romarin, la sarriette, la mélisse, la sauge, l'armoise, là il y a de l'armoise. C'est les plantes méditerranéennes. Ici, j'ai essayé le persil, ça ne marche pas. Ou alors c'était un esclavage, quand j'étais sans arrêt obligée de venir arroser. Donc du coup j'ai renoncé. On n'est pas du style non plus à mettre en esclavage. Donc le persil, c'est le côté, potager par exemple. Donc voilà toutes les aromatiques dont on se sert, soit pour la cuisine, soit pour faire des tisanes. Donc ça c'est de l'aquilée millefeuille, qui est une plante médicinale. Là c'est de la menthe. Alors la menthe, elle n'est pas plantée en pleine terre. Elle est dans un pot. Parce que la menthe, ça coupe partout. Et en la plantant dans un pot, ce ne sont pas les racines qui vont coloniser la terre. Ça va coloniser, mais de manière aérienne. C'est-à-dire que ça va marcoter. Par exemple, tiens, on en voit là une qui a marcoté. Les tiges sortent de leur peau, se tournent, et du coup elles créent des racines. Mais alors là, par contre, ce sont des racines aériennes, donc c'est très facile de contrôler, d'arracher quand ça déborde. Et n'empêche que malgré le pot, elle arrive à trouver à manger, elle arrive à trouver de l'eau, on ne s'en occupe pas. Et on en a, elle est même étouffée par ça c'est une plante décorative, c'est de la crocosmia. Là c'est de l'armoise, qui est une feuille.
Là-bas, la plante qui est contre le mur avec des feuilles tout oranges, c'est de la mauve, qui est une plante médicinale. Vous en verrez de l'autre côté qui est en fleurs. Celle-ci, elle n'est pas encore en fleurs. Les fleurs sont comestibles, on peut en mettre des pétales dans la salade. Là où il y a les bambous, c'est une autre armoise, mais une armoise annuelle, qui est réputée pour être antipaludienne. On n'en a pas vraiment besoin ici, mais enfin bon, c'est par curiosité. Là, des escoltias, c'est des pavots de Californie, donc c'est pareil, c'est médicinal, tous les pavots. Là, le sédum, c'est médicinal aussi, mais je ne connais pas trop les propriétés. Des fois, je fais le truc par curiosité. Ça, c'est un géranium rosa, qui est aussi une plante médicinale et aromatique, qu'on peut utiliser pour faire des tisanes ou pour aromatiser des sauces. C'est une plante à parfum aussi. Là, j'ai un petit, mais alors il est un peu minable, un petit thym serpolé, mais il a une feuille crevée. Là, c'est de la sarriette, la sauge. Là, j'ai une variété d'estragon doré. Là, donc, il y a du thym commun et derrière, c'est du thym de Crète qui est un peu étouffé. Et puis là, c'est encore une autre variété d'origan. Ça, c'est de la mélisse très envahissante. Donc ça, c'est le genre de plate-bande qui demande quand même un peu d'entretien parce que de temps en temps, il faut tailler, il faut sabrer. Oui, voilà, lui aussi, vous le taillez autour. Ah oui, oui, oui. Ah ouais. Ah oui, il faut sabrer. Là. De temps en temps, c'est carrément à la cisaille parce que là, ça va gagner. Hein. Au début, c'était un petit plant qui était juste à côté du thym. Hein. Et hop, il commence à un petit peu à gagner par ici. Et la mélisse, pareil, vous jusqu'où vous coupez Ah oui, ah oui, oui. Et même carrément enlever des racines. Hein. Et pourquoi pas mettre en pot comme la menthe Enfin, c'est à la base, vous ne l'avez pas fait donc. Non, à la base, j'ai pas fait, j'ai pas pensé. C'est vrai que j'ai pensé pour la menthe, mais ouais. pas pour la mélisse. Ouais. Et puis non, il y a aussi autre chose, c'est que la mélisse se reproduit par les graines. Elle fait des fleurs, et donc les graines se ressèment partout, ce qui fait que j'ai de la mélisse aussi dans les interstices des pavés. Donc c'était un peu, a posteriori, c'était un petit peu, comment on appelle ça, du temps perdu de la mettre en pot, parce que de toute façon, ce serait reproduit partout. Ouais. Alors sous le romarin et là aussi, il y a des plantes avec des grandes feuilles qui fleurissent très tôt au printemps, c'est les bergénias. Ouais. Et j'ai appris récemment que la bergénia, c'est aussi, on appelle ça un thé sibérien ou du thé de Mongolie. C'est-à-dire que ça pousse dans ces pays-là et quand c'est grillé par le gel, les feuilles qui sont toutes noircies par le gel peuvent servir de boisson style thé. Je n'ai pas essayé. D'abord, chez nous, ça ne gèle pas. Alors, vous pourrez mettre les feuilles dans le congélateur, mais bon, j'ai jamais essayé. Parce qu'en plus, ben, peut-être que l'action du gel a aussi une action chimique sur ce qu'il y a dans la plante. Hein. Donc, avec les plantes, il ne faut quand même pas trop faire d'expérience, on ne sait jamais. Hein. Donc voilà, pour ce qui est d'ici. Alors j'ai un petit bouquet de muguet là qui est arrivé tout seul, je ne sais pas comment. Alors dans mon jardin il avait du mal à se plaire, et puis alors là par contre il n'a eu aucun problème pour s'installer. Alors du coup je l'ai laissé. C'est une plante extrêmement toxique. Attention. Ouais, très toxique, mortel. Hein. D'accord. Faut pas laisser les enfants jouer avec ça. Ah bon. Et même mélangé avec les aromates, alors ça. Ah ben c'est là-bas dans le coin, donc il n'y aura pas... Ça, non, non. Et puis là, même si les feuilles se touchent, c'est quand même pas pareil. Il ne faut pas exagérer non plus. Quoi. Et là, bon, il y a de la mauve, je n'irai pas cueillir la mauve là, parce que j'en ai d'autres ailleurs. Même la mauve, ça fait des fleurs en hauteur, donc il n'y a pas vraiment de risque. Alors du coup, on rentre dans le jardin par le coin le plus moche. Ça va, il y a pire. Il faut toujours un coin moche dans un jardin. Alors, entrée, allez un petit peu par là, et puis du coup, je vais fermer le portail. On a tout un tas de choses à stocker. On a les tuteurs pour les petits pois, on a les bidons qu'on remplit d'eau pour aller, parce qu'on a plusieurs jardins, on en a un chez une voisine aussi à côté, donc du coup, il faut amener les bidons d'eau. Donc on a les bidons, ça c'est des planches qui nous ont servi au potager qu'on n'utilise plus maintenant. Ici, on a un silo à compost, mais qui ne sert pas à composter, il sert à collecter les feuilles mortes de la rue. Donc les gens nous prennent pour des fous. On va avec notre balai, notre poubelle, balayer la rue, récolter les feuilles. C'est le boulot de Brest Métropole, ça. Et en fait, on collecte les feuilles dans le silo. Et du coup, ça nous sert après, on les met en paillage, c'est un excellent paillage. Quoi. Alors il y a une petite recette pour améliorer et accélérer la décomposition des feuilles. Il y a une potion magique qu'on ajoute. C'est de l'urine humaine.
Ah ouais, ouais, Parce que c'est essentiellement carboné les feuilles, donc il faut rajouter de l'azote pour que ça se composte plus vite. Donc on ajoute de l'urine. Ah ouais, juste sur les feuilles. Oui. Donc, alors par contre, on mélange tout de suite et quand on a le bon dosage, ça ne pue pas. Hein, il n'y a aucun problème. Enfin, on n'a pas peur, hein, c'est sur la rue, on n'a pas peur. Hein. Ouais. Donc, ça, c'est le boulot de mon mari. Donc voilà, et ça sert donc de réserve de feuilles mortes avec la potion magique et dont on se sert après au potager pour le paillage. Ici, là, c'est fait avec des palettes récupérées. Ça nous permet de stocker toutes les tailles de végétaux du jardin. Et alors, les tailles bien boisées, on a un broyeur. Hein. Mais pour tout ce qui n'est pas boisé, tout ce qui est adventice, tailles diverses mais pas très boisées, on stocke ça comme ça ici. Et après, ça sert au paillage petit à petit au jardin. Et donc ça va, ça vient, ça sort de là, ça va en paillage au potager. Ou bien alors quand on a besoin de dépailler au potager, on remet là-dedans. Ouais, Au fur et à mesure, ça diminue. Hein. Alors ici, on vient de recevoir ça, c'est ma soeur qui est dans une archerie. Elle fait du tir à l'arc. Et les cibles de tir à l'arc sont en paille pressée. Et elle a récupéré de la paille pressée, elle récupère pour son jardin et elle nous en a récupéré à nous aussi pour pailler le potager. Donc ça, on vient juste de recevoir ça. Et ici, là-dessous, en fait, on a une ancienne fosse septique, on est actuellement raccordé au tout à l'égout, et la fosse septique est restée en place. Et donc on l'utilise comme récupérateur d'eau. Donc ici, on a des descentes de gouttières là, qui passent là, et hop, ça va dans la fosse, et ça récupère tout le toit. Ça fait qu'on a à peu près presque 3 mètres cubes d'eau là, c'est une récupération de jardin. On a mis une pompe de cale de bateau dessus pour pomper l'eau, pour récupérer l'eau dans les bidons quand on a besoin d'arroser. Alors on passe ensuite ici, donc c'est là où on a commencé avec la zone de production, ce sont tous les petits fruitiers, c'est-à-dire ici les cassis, casseilles et groseilles. Et puis derrière, vous avez une aspergerie. Là, les grandes tiges que vous voyez là, ce sont des asperges. Alors les asperges, évidemment, c'est pas ça qu'on mange. Hein. Les asperges sont des bourgeons, on en voit encore quelques-uns, et on les taille quand ils sont en bourgeons. Mais il faut arrêter la taille à un certain moment parce qu'il faut que la plante puisse pousser et avec ses feuilles, faire de la photosynthèse pour nourrir la racine. Donc en général à partir de fin mai, on arrête la récolte d'asperges, on laisse monter les asperges de manière à avoir des frondaisons et qu'elles puissent faire la photosynthèse pour se nourrir jusqu'à l'année prochaine. Donc ça c'est une production, en général on commence la mi-avril à récolter les asperges. C'est un moment où on n'a pas grand chose de potager par exemple. Vous en avez beaucoup on en a planté beaucoup, mais on a eu des soucis parce qu'elles ont attiré un insecte qui est extrêmement prédateur sur les asperges, c'est la cryocère. Et les insectes s'installaient justement sur les frondaisons. On ne s'en est pas aperçu au début, parce qu'on avait une très belle aspergerie au début. Hein. Et elles ont grignoté les feuilles à un point que justement la plante n'a pas pu faire sa synthèse. Donc il y a eu plusieurs plantes qui ont crevé cette année-là. Et l'insecte mange les feuilles, mais elle aussi, elle pond des œufs et les larves en sont encore plus voraces. Vous n'avez pas trouvé une autre plante contre d'autres insectes? Il y a quelques guêpes qui viennent parasiter les cryocères, mais très peu, ce qui fait qu'en fait la lutte est manuelle. Donc là, ça a été compliqué. Hein, parce que c'était 3 fois par jour. Mon mari allait avec un bocal de confiture et de l'huile dans le fond du bocal. Et, parce que la cryocère, on peut pas. Les pucerons, vous pouvez les écraser avec les doigts. Les cryocères, non. Dès qu'elles sentent quelque chose, elles se laissent tomber par terre. Et alors là, on ne les retrouve pas. Donc du coup, il faut approcher le bocal. Quand on repère une cryocère, on approche le bocal, on approche la main. Paf, la cryocère se laisse tomber. Et elle tombe dans le bocal, elle s'englue dans l'huile. Et alors là, après, terminé, elle est assassinée, quoi. Mais bon, c'était matin, midi et soir pendant des jours, et malgré ça, on n'en a pas sauvé. Ce qui fait qu'il en reste assez peu. Donc on fait quelques entrées, mais pas beaucoup. Il doit forcément avoir une plante. Oui. Pas facile. Pas facile, ouais. A priori, nous on n'utilise pas d'insecticide, même naturel. Hein. Ouais. Donc, et par exemple, la rhubarbe, le purin de rhubarbe, c'est bien pour les pucerons, il y a des choses. Je sais pas, nous on n'utilise jamais ces trucs-là.
La bouillie bordelaise. La bouillie bordelaise, ça m'étonnerait que ça ait un impact quelconque sur les insectes. Ouais. Ça les ferait leur plus fort au départ, quoi, en prévention au départ. Non. Certaines plantes, mais après c'est pas bon pour je tout. pense pas que... Du coquinage. Non, en fait, c'est une sorte d'as. Il est possible que ce soit... C'est une sorte de kyste. Comme c'était un insecte, mais non, c'est un kyste. Donc voilà pour les asperges. Alors ici, là c'est une curiosité aussi ici. Si vous voulez voir, ça ressemble à un chou. Ouais. Mais c'est de la famille du chou, effectivement. C'est ce qu'on appelle un brocoli perpétuel. Alors c'est un chou qui donne effectivement des brocolis, mais blancs au lieu de verts. Et lorsqu'on récolte bien toutes les petites florettes de brocoli et qu'on ne le laisse pas monter en graines, il a la particularité de pouvoir rester en place pendant 7 ans, sans qu'on ait besoin de... Les légumes perpétuels, en fait, ils ne sont pas tout à fait perpétuels, hein. Ils sont vivaces pendant un certain nombre d'années, quoi. Mais l'avantage, c'est qu'on peut cueillir des rejets et le bouturer. Il se bouture très très facilement. Donc on peut le reproduire assez facilement. Et là, l'avantage aussi, c'est que ça va vous donner des brocolis en avril, c'est-à-dire à un moment où on n'a pas beaucoup de choses à récolter au potager. C'est l'avantage des légumes perpétuels, c'est que ça va vous donner des choses à manger au potager à une époque où vous avez presque rien en potager en pays tempéré. Et avec un pied, c'est bon. Pour 2 personnes, oui. Ouais. Ça donne pas mal, hein. Mais bon, c'est pas aussi joli que le brocoli, hein. Ça donne des tiges assez fluettes avec juste une petite florette au bout. Et donc il faut manger aussi bien la tige, quoi, pas que la florette. Hein. Mais bon, c'est intéressant, c'est pas mauvais. Donc, alors ça pousse tout seul, ça n'a pas de maladie, voilà, c'est dans le coin, on s'en occupe pas, donc c'est parfait. Sans souci. Hein? Alors ici, c'est le seul arbre plein champ que l'on a, c'est un pommier, une variété ancienne bretonne, Chailleux, ou drap d'or de Bretagne. Ah, vous avez le même à l'école? Et autour, on a planté de la consoude, qui est une plante qui a la particularité d'avoir des racines très profondes et donc qui extirpe des minéraux très profondément dans le sol pour les ramener à la surface. Et du coup, en hiver, tout ça, ça va disparaître. Donc toutes les feuilles vont rester en paillage autour du pommier. Ça va renourrir le pommier en fait. Les feuilles vont renourrir, très riches en potasse, la consoude. Et donc les arbres fruitiers ont besoin de beaucoup de potasse, donc ça tombe bien. Et faire des baumes aussi pour la peau. Alors justement, moi c'est la consoude, comme son nom l'indique, c'est réputé pour réparer toutes les articulations, aussi, je crois que c'est bon aussi pour la peau. J'ai cherché des recettes sur internet, j'avais des velléités de faire un baume pour réparer tout un tas de trucs, et puis j'ai pas fait un cours. Ah ouais, je fais, c'est simple, c'est bien au frigo, c'est la peau douce aussi en même temps. Ah ouais, mais c'est... Ils sont bons. Ah oui, mais c'est pour le fait que pour la peau, quoi, pas pour réparer les entorses des fourrures. Oui, ça peut être bien, oui, mais s'il y a une entorse, mais bon, pas tout le temps. Des fois on a envie de se faire mal pour essayer. Alors bon, je savais pas trop, j'ai vu il y avait des choses un peu diverses et variées sur internet. J'ai pas réussi à me résoudre à choisir une recette parce que il y avait des choses différentes. Hein. Ah ouais hein. Oui, oui. Moi je fais avec la cire d'abeille, des feuilles de consoude, macérer tout ça. Ouais. Et puis voilà, je sais pas. Et donc du coup après vous l'utilisez comme un baume hydratant quoi. Ouais voilà, dans une petite... baume hydratant. Ouais, tiens, faudra que je fasse parce que moi je me fais un baume hydratant mais je fais avec de la cire, de l'huile d'amande douce et puis je sais pas ce que je mets. Mais des huiles essentielles. Ah oui voilà, l'huile aussi, moi j'avais fait avec l'huile d'olive. Donc oui, il faudrait que je persiste dans l'idée de faire du baume. Et alors là, à part le fait que ce soit une médicinale, c'est aussi une plante qui apporte beaucoup de potasse, donc qui est très, très intéressante à mettre en paillage sur tout ce qui est fruits, donc les fruitiers, puis aussi au pied des tomates. Et alors, ce qu'on fait aussi, nous, avec la consoude, c'est qu'on a un petit dispositif dans le potager, je vous montrerai, où on entasse les feuilles de consoude, les tiges, tout. On tasse, et le jus s'écoule dans une petite théière, et ça me sert d'engrais pour les plantes d'intérieur. Voilà. Et on fait, c'est pas du purin, c'est du jus de consoude concentré.
Bon, évidemment, dans la théière, ça finit par fermenter quand même, hein, mais c'est pas le purin, parce que le purin, c'est chiant à faire et ça pue. Hein. Là, c'est dans la petite théière à l'extérieur. Même si ça fermente, on sent pas. Et après, on met ça en bouteille. C'est vrai que dans la bouteille, quand j'ouvre la bouteille, l'hiver, ça sent pas bon. Hein. Du coup, c'est assez long, quoi. Enfin, vous avez une machine C'est une descente de gouttière. Je vous montrerai, c'est très sommaire avec un pilon qui est constitué d'une bouteille remplie d'eau. Donc ça passe les feuilles. Et hop, le jus s'écoule dessus tout simplement. Donc c'est un dispositif très simple à fabriquer. Et ça donne donc du coup un engrais liquide pour les plantes d'intérieur. Ou alors éventuellement aussi pour mettre au pied de vos légumes. Hein. Il y a une époque, mon mari le mettait aussi au pied des tomates. Mais maintenant, il a trouvé que la potion magique dont je vous ai déjà parlé, là, marche bien et c'est plus facile à fabriquer. Voilà. Alors là, c'est le poulailler qui est ouvert parce que habituellement, quand on a des visiteurs, quand on faisait bienvenue dans le jardin avec 150 personnes, là, on n'ouvre pas le poulailler, elle reste enfermée. Mais comme il n'y en avait pas beaucoup de visiteurs prévus, on s'est dit les laisser en liberté parce que tous les jours, elles sont en liberté dans le jardin. Elle nous donne des œufs, elle nous donne des crottes. Et elle ne vous abîme pas trop le jardin, elle tourne un peu le feuillage. Non, parce que d'abord, ce sont des poules naines, vous verrez. Parmi les poules naines, les moins hydrateuses. Et puis, l'espace est assez grand dans le jardin pour qu'en fait, elles ne fassent pas de dégâts. Sauf au potager, vous verrez, il y en a des dispositifs pour éviter qu'elles fassent des dégâts au potager. On utilise des filets pour éviter qu'elles aillent sur les planches. Et puis après, vous verrez aussi un peu partout dans le jardin, les petits bouts de bambou plantés ici et là. Ça, c'est pareil, c'est pour les empêcher de gratter. Donc on est obligé d'avoir quand même des petits dispositifs, mais vous pouvez remarquer, l'herbe n'est pas abîmée du tout parce que le jardin est suffisamment grand pour elle. D'accord. Et elles se répartissent uniformément d'elles-mêmes. Elles vont un peu partout. Elles sont quand même toujours plutôt en troupeau. Hein. Il y a combien de poules 5 poules et un coq. Ah ouais. Ah, qu'on a entendu. Donc on a eu des poussins aussi, on a déjà fait des poussins. Et alors elles nous donnent des œufs, elles nous donnent des crottes, donc ça, comme elles font partout, ça enrichit le gazon, ça enrichit le potager, ça enrichit partout, parce qu'elles peuvent aller dans les allées du potager. Ça aussi, ça anime le jardin, c'est joli de voir des animaux, surtout qu'elles sont belles. Hein. Ça anime le jardin, donc voilà, et elles nous donnent des œufs. Hein. Alors ils sont plus petits, évidemment, que les œufs normaux. Voilà, alors on va continuer ici. Alors ça c'est un sureau. Alors il a plusieurs fonctions parce que je ne sais pas s'il y en a qui sont allés déjà sur mon blog. Il y en avait des visiteurs là, de l'ancien groupe qui connaissaient mon blog. En fait c'est un jardin, je l'ai mis sur la page Facebook aussi, c'est un jardin qui est en permaculture. Alors pour ceux qui sont intéressés un peu à la permaculture, ils trouvent peut-être un peu bizarre. Parce qu'il n'y a ici ni butte ni lasagne, parce que bon, les buttes et les lasagnes, ce sont des dispositifs qui peuvent avoir une utilité dans certains endroits, mais pas partout. Et donc chez nous, il n'y a pas lieu d'y en avoir, donc il n'y en a pas. Et donc du coup, on utilise un des principes de la permaculture, c'est une chose à plusieurs fonctions. Donc les poules, comme j'ai expliqué, elles avaient déjà 3 fonctions. Là, le sureau. Ça nous donne des fleurs qu'on utilise et ça fait de l'ombre au poulailler. Parce que là, avec des chaleurs comme ça, là, ils vont avoir chaud. Quoi. Donc, alors les fleurs, comment je les utilise? C'est aussi une plante médicinale. On peut en faire des tisanes qui sont bonnes contre les maladies respiratoires, les toux d'hiver, les rhumes et tout ça. Mais on peut les utiliser pour aromatiser en cuisine. Moi, j'en peux faire du sirop de sureau. On peut faire de la limonade pétillante de sureau. Voilà, c'est bon. Hein, ouais, c'est vrai. Et puis moi je l'utilise aussi pour faire de la confiture de rhubarbe. Confiture rhubarbe de sureau. Avec les fleurs du coup? Avec les fleurs. Donc c'est pour ça qu'elle est déjà faite parce que là on est en fin de floraison, donc je l'ai fait la semaine dernière. Donc pour 1 kg de rhubarbe, je mets 10 fleurs de sureau. Donc je coupe ma rhubarbe, je mets à tremper avec le sucre dans un grand saladier. Je cueille mes fleurs de sureau là à la base. Et je les mets à l'envers, plongées dans le mélange sucre-rhubarbe pendant toute une nuit. Et ensuite, je tire sur les tiges et je les secoue pour laisser tomber le sucre. Et je cuis la rhubarbe et ça parfume très très agréablement la rhubarbe. Vous laissez vos recettes sur le blog?
Pas toutes. Ah, celle-ci, Faut que je la mette. ouais. Mais ça c'est simple, hein, 10 fleurs pour 1 kilo de rhubarbe. D'accord. Et après ouais. le sucre c'est selon vos besoins, selon vos façons de faire. Il y en a qui sucrent pas beaucoup, il y en a qui sucrent beaucoup. De toute façon, il filme. Et donc après vous laissez macérer toute la nuit. Mélange rhubarbe coupé en morceaux, épluché, coupé en morceaux avec le sucre. On intègre bien les fleurs de manière à ce qu'elles se trouvent. Parce qu'après avec le jus de la rhubarbe, le sucre va fondre et va faire une sorte de sirop. Donc ça va parfumer le sirop, quoi. Alors ici, on arrive aussi dans une partie productive du jardin, parce que du coup, comme on voulait beaucoup de choses productives, on voulait aussi des arbres à fruits. Donc il y a les fruitiers qu'on a vus là-bas, les petits fruits qui étaient là-bas, le pommier. Là maintenant, ici, on a un cerisier, 3 poiriers, un prunier et 3 pommiers. Et tout en espalier. Là. Ah oui. Il était taillé. Il a été Faire taillé les drastiquement. cerisiers en escalier. Oui, oui. Il a été taillé drastiquement. D'abord, on mené en espalier. Et ensuite, il y a beaucoup de choses qu'on a appris en Angleterre. Je vous ai dit qu'on a passé beaucoup de temps en Angleterre. Les Anglais sont très très bons jardiniers. Et eux, ils sont capables, ils palissent les cerisiers. Alors, ils n'aiment pas trop, hein, donc je ne peux pas dire qu'on ait bouffé des cerises. Hein. Je crois même qu'on a dû en goûter une fois. Mais bon, il est bien, là, il fait de l'ombre. Ouais, Puis alors, il protège aussi, parce que là, cette année, on n'a pas de mésanges, mais habituellement, on a des mésanges dans le nichoir. Donc, du coup, ça protège. Les mésanges se sentent protégées par le cerisier. Comme elles sortent par là, elles ne sont pas très visibles, elles vont dans l'arbre, etc. Il y a aussi cette fonction-là de protection des oiseaux. C'est un nichoir, mais du coup, vous avez le temps de manger les cerises? On n'en a jamais, donc c'est simple. Ah oui, voilà. On en voit, hein, mais elles ne mûrissent pas. Quand vous dites en espalier, c'est cette façon de le mettre sur Voilà, la largeur en fait. Voilà, c'est-à-dire que c'est plat. Un arbre plein champ, comme ça, il se développe dans toutes les directions à la fois. Tandis que quand il est en espalier ou encore palissé, il est sur une palissade, donc il est disposé de façon plate. Quoi. On dispose des branches. Donc il faut acheter un arbre très jeune. En général, c'est un sion de 1 an. C'est une seule tige, quoi. Et dès que vous avez des jeunes tiges qui apparaissent, celles qui ne vont pas dans la bonne direction, vous les coupez, et les autres, vous les attachez, vous les menez de manière à avoir la forme que vous voulez. C'est très, c'est très directif, hein, comme façon de faire. Et dans un petit jardin, si vous voulez avoir des fruits, c'est la seule solution. Hein. Il faut vraiment palisser. Alors il y a plusieurs raisons. D'abord parce que le jardin est petit, mais aussi parce que comme on est dans c'est un jardin urbain, avec énormément de construction autour, on a énormément d'ombre. Donc on ne voulait pas rajouter de l'ombre avec des arbres. Oui. On a déjà assez avec les constructions. Oui. Et c'est déjà assez difficile à gérer. Et on peut le faire avec un poireau. Là c'était par là, avec tous les par là. papa, Donc cette partie du jardin est quand même très ensoleillée. Mais c'est quand même difficile à Du gérer. coup, vous n'avez pas décidé de faire le potager à l'endroit le plus ensoleillé? Non, parce qu'on voulait un beau jardin ornemental. Ouais, ornemental. Donc vous verrez le potager où il est. Il n'est pas forcément dans le meilleur endroit. Mais alors par contre, maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est petit à petit coloniser le jardin ornemental avec de la production. Donc déjà, on a tous les fruits dans le jardin ornemental. Et puis ici, donc on a vu le brocoli perpétuel là-bas, les asperges. Ici, c'est un chou d'Aubenton, c'est un chou perpétuel. Et alors c'est comme le brocoli ou les asperges, ça c'est productif à un moment où on n'a rien dans le potager. C'est fini, mois de mars, avril, on a mangé toutes les carottes, on a mangé tous les poireaux, on a les pommes de terre qui sont en cave dans le garage, on n'en a plus. On n'a plus grand chose de nos réserves. Donc là, ça nous permet à cette époque-là de l'année d'avoir des produits frais. Donc le chou d'Aubenton, qui est en fait un chou kale, je ne sais pas si vous connaissez. Un kale, comme on dit en français. Un chou kale, et qui est un peu coriace. Mais au moins, ça l'avantage. Hein, ça pousse bien le chou kale. Hein. C'est oui, le seul truc que j'ai réussi à faire pousser. C'était... Alors souvent, ce qui est connu, c'est le kale frisé. Ah, mais c'est un plat. Mais... C'est un plat. Ouais. Mais bon, le d'Aubenton, c'est un kale. Il y en a je vous en montrerai un autre, encore une autre variété. Et donc, du coup, ça permet d'avoir des produits frais à une époque où le potager n'en produit pas. Donc, il y a ça. Alors, ici, ça, ce que vous avez ici,
là, les grandes tiges là, c'est pas du poireau, c'est de l'ail éléphant. Ouais. Alors l'ail éléphant, c'est une plante qui est aussi qui est en fait trisannuelle. C'est-à-dire qu'elle a une croissance sur 3 ans. La première année, vous plantez un cailleux, vous allez avoir une tige. La deuxième année, ce cailleux va grossir, il va faire une grosse boule comme une pomme en terre, que vous pouvez consommer. Et ça a un peu le goût d'ail, mais ça n'a pas les mêmes propriétés que l'ail parce que c'est plus proche du poireau que de l'ail en tant que propriété médicinale, si vous voulez. Mais en tant que goût, c'est assez proche de l'ail. Et alors, si vous laissez 3e année en terre, cette grosse boule en fait va produire des cailleux. Et l'avantage de laisser 3 ans, c'est qu'avec les cailleux, vous allez pouvoir les consommer, mais vous allez pouvoir le replanter. Tandis que si vous mangez votre grosse boule, ben, c'est foutu. Parce que ça fait des fleurs, mais on a essayé les graines, elles sont stériles. Donc c'est pour ça que là, on les coupe. Donc là, il faut vraiment récolter l'ail éléphant au bout de la 3e année, de manière à avoir des cailleux pour pouvoir en consommer, mais après avoir une réserve pour replanter. Donc vous avez ici donc l'ail éléphant, là des fraisiers. Ici, ça c'est le poireau perpétuel. Alors c'est pareil, le poireau perpétuel, vous allez pouvoir le consommer au moment où vous avez fini vos poireaux potagers. C'est la bonne saison pour le consommer, c'est jusqu'à maintenant, parce que là il commence à être un peu moche, là, il a attrapé la rouille, mais on peut quand même continuer à consommer les tiges. Alors comment on consomme le poireau perpétuel? Eh bien, il faut le couper la tige au ras du sol et laisser donc la partie racinaire dans le sol et le poireau va repartir. On fait la même chose avec les poireaux de potager aussi. C'est la même chose en fait. Et voilà, alors ici, ça c'est encore une autre variété de chou, qui est un chou kale aussi, c'est un chou portugais. Enfin non, c'est pas un chou, c'est un chou dont on a eu les graines avec une portugaise, mais en fait c'est un chou espagnol, il vient de Galice, c'est un chou galega. On s'est baladé quoi. Ouais. La voisine chez qui nous prête un petit bout de son potager, elle est portugaise, donc elle nous a donné des graines qu'elle a ramenées du Portugal et qui sont acclimatées ici. Donc il y a le chou entre autres, et puis il y a aussi un haricot sec qui est très bon. Et alors le chou galega, en fait c'est un chou ici que traditionnellement on cultivait, mais qu'on appelle le chou fourragé, le chou cavalier. Chou cochon. Voilà. Mais c'est très bon. C'est comme ça que s'appelait mon grand-père. Ouais, et c'est très bon à manger. Et c'est pareil, ça va vous donner des feuilles à une époque où vous n'avez pas grand-chose à manger dans le potager. Et alors l'avantage, alors ça on n'arrive pas encore, parce qu'elle a du mal à nous expliquer comment elle s'y prend. C'est un chou, si on sait bien le mener et le tailler, on va pouvoir le garder 7 ans et récolter tous les ans sans avoir besoin de le replanter. Alors ça c'est intéressant. Mais on n'arrive pas bien à maîtriser la taille pour ce truc-là. On commence à avoir une petite idée sur celui qui est là. Et alors donc du coup, si vous laissez partir en fleurs, comme ça il va mourir, il va produire des graines, mais il va mourir. Alors que si vous savez le tailler, quand il faut le tailler, comment il faut le tailler, il ne partira pas en graines et il repartira en feuilles l'année suivante. Et ce pendant 7 ans. C'est valable, hein, des trucs comme ça, on n'a pas besoin de se casser la nénette pour les cultiver. Oui. Mais ça, je ne peux pas encore vous donner la recette parce qu'on est en train d'essayer d'apprendre. Alors ça, c'est une curiosité plutôt. C'est de l'ail rocambole. De l'oignon rocambole. Ça fait des petites billes en hauteur comme ça. Alors c'est ridicule, c'est minuscule. Du coup, c'est plus une curiosité qu'autre chose parce que question de consommer des oignons comme ça donne pas grand-chose. Hein. Ça, c'est une plante aromatique, c'est la tanésie. C'est réputé être anti-puceron, c'est pour ça qu'on l'a mis là, pour essayer de faire en sorte d'éviter les pucerons sous les pommiers. Et ça peut devenir énorme aussi. C'est extrêmement invasif. Je ne vous la recommande pas. Hein. Ah ouais, mais par contre, il faut faire des teintes aussi. Et c'est joli, hein. C'est très, si vous voulez froisser les feuilles, ça a une odeur très particulière, on peut aimer ou pas aimer. Mais ça fait des jolies fleurs jaunes. Ouais, voilà. Et on peut faire de la teinte, de la peinture avec. Ouais. Mais par contre, c'est ultra envahissant. Là, j'en avais 2 énormes, mais c'est joli. Et surtout, c'est moche après quand ça fane aussi. Oui. Et par contre, celle-ci, c'est une tanésie frisée, parce qu'il y a une qui est moins frisée. Ouais. Mais par contre, la tanésie qui est moins frisée, elle monte plus en hauteur. Ouais,
la taille. Donc les fraisiers sont pas très bien orientés, donc je ne sais pas trop si on va avoir des fraises. Voilà encore un bouquet de poireaux perpétuels. Alors ici, ça c'est un dahlia qu'on a récupéré chez quelqu'un. Et c'est un dahlia. Alors les dahlias, c'est très sensible aux limaces. Et j'ai acheté des dahlias en jardinerie, ils se sont fait bouffer, j'en ai eu marre. Et alors celui-là, il est résistant aux limaces. Il se fait bouffer par les limaces, mais il finit par faire des pousses tellement vigoureuses que les limaces n'en viennent pas à bout. Alors, Là, vous magique, faites des choses avec le dahlia? Alors, tous les dahlias sont, paraît-il, comestibles. Ah, ouais. On devait faire cette année, on devait faire un essai pour... parce que du coup, il y a beaucoup de bulbes, là, il y en a beaucoup trop. Hein, et on n'a pas encore essayé. Moi, j'ose pas. Et après, quand ça fane, vous laissez faire tout seul ou vous coupez avant? Parce que c'est vrai que c'est moche aussi, mais on dit des fois de garder pour après d'autres. Non, moi, je le taille. En général, ça reste à peu près potable jusqu'à tout ça. Et après, quand ça commence à devenir moche, je taille et puis je mets en paillage plutôt. Ah oui. Ouais. Donc voilà, ça c'est la rhubarbe ici. Donc là, j'ai déjà fait ma confiture de rhubarbe, justement, rhubarbe Et sur. du coup, vous n'avez pas coupé cette année? Ah, nous, on taille jamais complètement. Ah ouais. Pour laisser une partie, quoi. Ouais, il y en a qui taillent tout par an, nous, jamais. Ouais, on peut dire deux fois voilà, dans les mai et Jamais. puis après l'été. On taille jamais complètement. taillé D'abord, tout hier. on a de trop de rhubarbe pour Ouais, ce qu'on déjà. fait. Puis ça amène de l'ombre aussi en dessous, quoi. Oui. C'est ça, en fait, ça protège le sol aussi de la lumière. Ah oui. Et alors, il y a un truc que je vais essayer cette année, par contre. J'ai vu une recette qui consiste à conserver la rhubarbe en bocaux. Vous savez, les bocaux de conserve, le parfait avec les caoutchoucs, là. Oui. Et vous coupez votre rhubarbe, vous épluchez, vous coupez, vous mettez un bocal, vous tassez, et vous mettez rien dedans, ni sel, ni sucre. Conservation sous vide. Non, c'est pas sous vide. Non, mais par apertisation, quoi. On chasse l'air, en fait, avec On l'eau. cuit quand même. Et ça Non, cuit cuit pas. On ferme cuit pas. juste le bocal. Cru. Et alors, par contre, sur Internet, j'ai vu deux sortes. Soit vous laissez ça comme ça sans rien, soit vous rajoutez de l'eau jusqu'à 2 cm du bord. Alors c'est pour ça que comme j'aime pas quand il y a deux trucs. L'eau change pas grand-chose, en fait. Vous avez essayé, vous, déjà? Non, mais je suis cuisinier. Et j'utilise pas mal de techniques comme ça de sous vide et tout ça. En fait, le principe, c'est d'enlever l'air parce que c'est l'air qui oxyde. Et une fois qu'il y a peu d'air, en fait, si dans la plante, il n'y a pas d'oligoéléments qui vont s'oxyder d'eux-mêmes, ce qui doit être le cas pour la rhubarbe, et ben en fait elle va se stagner, en fait elle va comme entrer en pause en fait. Ah voilà. Et donc l'eau en fait va rien changer, c'est Voilà. juste qu'en fait l'eau permet de vérifier en fait qu'il y a une bonne apertisation. C'est plus facile en fait. d'accord. Et donc, l'eau ne va du pas coup, apporter, voilà. va pas faire grand chose. Et alors du coup, parce que comment on s'est lancé aussi dans la lactofermentation, on fait des légumes lactofermentés. Je me suis dit que c'était peut-être un peu le même procédé, sauf que là il n'y a pas de sel. Et parce qu'en fait, si jamais avec la lactofermentation les choses se conservent aussi bien, on voudrait juste vous dire au revoir et Voilà, vous remercier. et vous remercier. Est-ce que vous avez pris un magazine? En congé. Non. Vous avez des dépliants comme vous voulez là. La fermentation marche bien, je suppose que vous le savez, c'est parce qu'en fait ça rend le milieu acide. Et en milieu acide, les bactéries toxiques ne se développent pas. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, la lactofermentation marche et permet de conserver à froid tout un tas de choses. Et pour la rhubarbe, eh ben, le milieu acide est naturel, la rhubarbe est naturellement acide. Et voilà. C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça. C'est pour ça que ça marche. Et donc du coup, les bactéries toxiques ne se développeront pas. Et comme il n'y a pas d'air, eh ben, du coup, Voilà. c'est foutu. Donc c'est ce que je vais essayer de faire parce que ça permet de conserver sans énergie. Et du coup, par exemple, en hiver, vous allez pouvoir faire des tartes à la rhubarbe ou des crumbles pommes rhubarbe en hiver alors que vous n'avez plus de rhubarbe. Sinon, il faut la mettre au congélateur ou la stériliser qui demande de l'énergie, quoi. Voilà. C'est tout mis au congèle. Ah mais le congèle, le jour où t'as une panne, eh ben, t'es tout dans le baba. Ah ben voilà. C'est tout décongèle et puis il faut tout manger en un coup. C'est pour ça que nous, on commence maintenant à utiliser de plus en plus. Les bocaux, c'est l'avantage, c'est qu'au moins les bocaux, pas de risque. Ouais. Et alors, d'après ce qu'on a vu aussi, parce qu'il y a un super blog, ça c'est pas le mien, hein, mais si vous êtes intéressé à la lactofermentation, c'est un blog qui s'appelle Ni cru ni cuit. Et, parce que finalement, la lactofermentation, c'est pas vraiment cru, mais c'est pas vraiment cuit non plus. Hein. C'est pas une méthode de cuisson de toute manière. Non. Et
Mais ça, comment dire, ça transforme quand même les cellules végétales. Hein. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Mais une méthode de cuisson n'est appliquée qu'à partir de 30 degrés. Il faut un minimum de 30 degrés pour considérer que c'est une méthode de cuisson. Ah ouais, d'accord. Donc le blog s'appelle Ni cru ni cuit et il est super intéressant parce que vous avez plein de recettes justement de lactofermentation. Et elle expliquait, c'est une dame qui fait ça, qu'en réalité, on ne peut pas s'intoxiquer avec quelque chose qu'on a mis en lactofermentation parce que c'est réussi à 99,9%. Et s'il y a un bocal qui a foiré, ça sent tellement mauvais qu'on n'a pas envie de le manger, on le jette dessus. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'intoxiquer, paraît-il, avec de la lactofermentation. Je ne sais pas si on vous a appris ça. Bah, je sais qu'en termes d'hygiène, c'est assez, pour l'instant, la lactofermentation, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de réglementation précise là-dessus. Je sais qu'en termes de restauration, c'est interdit. Maintenant, en termes d'hygiène pure, clairement oui, parce qu'en fait, effectivement, comme il y a un milieu acide, qu'il n'y a pas d'air et qu'il n'y a pas de... Bah, en fait, oui, effectivement, il ne peut pas y avoir de bactéries. Logiquement, il ne peut pas y avoir de bactéries. Maintenant, après, je pense que de toute façon, s'il y a de l'air, ça crée une fermentation, donc ça doit sentir la pourrie. Hein, ah oui, oui, il paraît que c'est ça, hein, je pense qu'à mon avis, ça doit se voir assez vite. Hein. C'est ce qu'elle dit. De toute façon, si vous avez loupé, parce que ça peut arriver, hein, qu'on loupe, ça sent tellement mauvais qu'on ne peut pas s'intoxiquer. Les bocaux mal fermés, ou le joint. Mais le bocal, tu sais aussi, hein, tu l'ouvres, tu vois bien s'il est... Oui, oui. Ou le joint, par exemple, qui est un peu vieux, qui a servi trop, etc. Enfin, il peut y avoir ou un petit éclat sur le verre, hein, qui laisse passer l'air. Même une porosité, tout simplement. Voilà. Et donc, du coup, ça peut arriver, quoi. Quiconque a déjà fait des bocaux sait qu'on en foire. Donc du coup j'ai envie d'essayer pour ça, par contre j'ai envie d'essayer aussi la rhubarbe en bocal sans rien. D'accord. Alors ça c'est le petit point d'eau, c'est aussi important dans un jardin naturel d'avoir un point d'eau parce que ça permet à toute la faune de s'abreuver. Ça crée un microclimat humide aussi, donc ça permet d'avoir des régions, des zones qui sont plus adaptées pour certains animaux. Alors là, moi, je trouvais que le jardin était petit, donc j'ai fait vraiment un micro point d'eau, c'est une simple bassine. Et là, il y a une petite fontaine, et ça fonctionne en circuit fermé, c'est l'eau du bassin. C'est juste pour créer un mouvement, quoi, pour pas que ça stagne. Voilà, parce que ça fait un joli bruit aussi, c'est agréable, c'est très agréable. Bucolique. C'est ça. Zen, comme ça. Avec les bagnoles qui passent à côté. Ouais, ça calme direct. Et du coup, il y a une petite pompe électrique dans le fond du bassin qui est alimentée par un panneau solaire. Ah ouais. C'est un panneau solaire, donc dès qu'il n'y a plus de lumière, ça fonctionne pas. C'est chouette. Mais nous, on fait ça chouette. Mais bon, il y a toujours de la lumière. Il ne faudrait pas que ça stagne trop. En fait, non, même dans un point, c'est ça aussi, ça fait partie des idées reçues qu'il faut combattre. En fait, dans un bassin, il y a toute une vie, il faut mettre des plantes. Et à partir du moment où vous avez des plantes, vous allez avoir une vie à l'intérieur qui va assainir l'eau. Il ne faut pas mettre de poisson. Il ne faut pas mettre de poisson, mais par contre là, c'est les plantes, c'est pour ça qu'il y a des plantes dedans. Il y a une petite jacinthe d'eau, il y a un nénuphar, on dirait qu'il a crevé. Vous avez des grenouilles? Non, jamais. On a vu un crapaud une fois sur la terrasse, mais on n'a jamais eu de batracien. On n'a jamais vu beaucoup de vie non plus des petits insectes dans ce bassin. Je pense qu'on est en milieu beaucoup trop urbain. Au final, ils ne survivraient pas, quoi. Et donc du coup, la grille, parce que moi j'ai des petits enfants, donc j'ai fait faire une grille sur mesure pour éviter qu'ils tombent dedans la tête la première, parce qu'il est profond quand même. Et finalement ça sert, parce que si toutefois on avait un hérisson, il ne se noierait pas. Parce que comme les pentes sont verticales, les aliments pourraient se noyer dedans. Mais là avec la grille, non, ils ne peuvent pas. Et on peut poser des choses dessus. Voilà, je peux mettre des cailloux. Et puis alors du coup, les oiseaux s'en servent. Ils se perchent. Là, pour venir boire. Pour venir boire, mais aussi pour venir prendre des douches. Ils s'ébrouent dans l'eau. C'est sympa. Donc il est très utilisé. Ça commence à faire beaucoup de trucs que tu veux. Hein. Donc, un problème de... Ah oui, les chats. On a des océans qui se font manger par nos chats. Pas manger. Le chat, c'est le grand prédateur. Là, c'est des céréales fleurs. Il vient de percuter, là, c'est joli. Ils doivent venir boire au niveau du récupérateur d'eau. Et comme il y a un petit mur pas loin, c'est pour les chats. J'ai bien pris un chapeau, moi. Ouais, t'aurais dû. Ça, c'est surtout ça cogne.
ici, c'est pour les oiseaux, c'est pas fort. Non, 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 non. Ah, ça dépend des chats. Nous, on a eu le chat, maintenant il est mort, hein, mais il est enterré quelque part dans le jardin. Lui, c'était un chat qui était un problème. Il chassait absolument pas les oiseaux. Ah ouais, c'est bien. Ouais, et même on a eu les poules. Il Il des avait chats. même peur des poules. Là, nous, on en a deux. Il y en a une qui chasse et l'autre... Mais voilà, la plupart du temps, les chats sont très chasseurs. Donc voilà, on va continuer la visite. Alors ici, ben, ça c'est la partie la plus ensoleillée du jardin. Donc ça aussi, ça fait partie du jardin ornemental. Mais il y a aussi des choses à manger là-dedans. Ah bon? Ça, c'est de la pimprenelle. C'est une herbe aromatique. On peut cueillir des feuilles, paraît-il. Moi, je trouve pas ça formidable. Et je ne sais pas si je vais la garder, mais enfin bon, c'est assez décoratif. C'est joli. On peut mettre des feuilles dans les mesclins. D'accord. C'est une plante médicinale aussi, mais je ne connais pas ses Là, c'est des propriétés. courgettes que j'ai mis à côté. Des courges butternut. Oui, des courgettes. Alors là, les courges butternut, en fait, les courges, Baladeur, c'est voilà, c'est coureur. Alors du coup, après, on va les contrôler et on va en fait en faire une guirlande tout autour de la plate-bande. Elles vont venir couronner la terrasse là. Et donc du coup, on aura nos courges sur la terrasse. Ouais, parce qu'elles sont bien proches les unes des autres. En plus, c'est vrai. Oui, Gérer leur... mais c'est pas comme des courgettes, ça fait les Ouais. feuilles soient un peu moins grandes, donc on peut se permettre de les mettre un peu plus proches. Et puis au fur et à mesure qu'elles vont commencer à faire leurs tiges, Elles sont plantées dans un trou de plantation chacune. Un trou comme ça, rempli de compost, oui, ce qu'on appelle humidifié. un trou Planté de dedans. plantation. C'est un trou assez profond qui a été amendé en compost semi-mûr. Donc il y a beaucoup à manger là. Voilà. Donc on peut les resserrer. Tout ce qu'il faut, c'est leur donner beaucoup à boire. Alors après, ce que j'ai essayé de faire, c'est pour avoir le moins de travail possible, c'est essayer de coloniser le plus possible par des plantes couvrantes. Ça a mis du temps à s'implanter, mais ça y est, maintenant je commence à être un petit peu... commence à être un petit peu Tranquille. couvert. Je laisse même des adventices, hein. Ça c'est de la véronique de Perse, mais je trouve que c'est tellement joli que je me suis dit je vais pas l'enlever, elle est très bien, c'est une plante Et décorative. même elles qui se baladent partout, ça met de la fraîcheur aussi au sol. Oui, oui. Sinon, je les enlève. Et quoi? Et celle-ci, là. Ah, ça, c'est la mauve. Non, ça c'est de la géranium vivace. Ah oui, ouais, c'est ça. Ça c'est les scorpions, c'est une... Ah oui, c'est ça. c'est une... la famille de... Bon, le nom ne revient plus, c'est une saxifrage. Ici, géranium vivace. Et là, vous avez un grand plant de thym de crêpe qui se fait beaucoup ici. Et ici, c'est un petit estragon. C'est un estragon qui est différent de celui qui était là-bas, devant. Et les pigeonnes, je ne connais pas très bien les pigeonnes, mais elles aiment bien en plein soleil comme ça. Oui, oui. D'accord. Ah oui. Ça vient de la mise mi-ombre, je sais pas Non, non. trop. Donc, Non. Non, elles sont très bien là. On a les lavandes. Ça, ce sont des plantes ornementales. Ça, c'est un diorama pendula. C'est joli comme tout. Là, il y a un... On ne le voit pas encore. C'est un... Octénium, il est pas bien placé, c'est pour les défenses. Là, voilà. Merci. C'est une petite frappe en fleurs comme ça. De manière à essayer de voir si on ne peut pas justement faire en sorte qu'il reporte l'année prochaine en feuilles. Alors lui est arrivé là tout seul, on ne l'a pas mis là. Hein. Un jour on a fait faire des graines de chou galéga, il s'est mis là et du coup on l'a laissé. Donc on va voir, donc on essaye, on fait un essai de taille d'habitude. Là après c'est de la couleur. Et puis il y a un petit géranium de collection, ça c'est le géranium vivace aussi. Là c'est une plante très couvrante, ça s'appelle une cotula, c'est joli comme tout. ouais. Et là de nouveau deux courges butternut. Et donc du coup ça va venir festiner de l'autre côté. Il y a une qui peine. Et là il faudra que tu tailles à la cisaille dans la cotula. Hein, ça va être... C'est pas ça. elle peine, Oui, je ça sais fait pas rien. Ouais, des fois, vous n'osez pas aussi couper. Il y a des tellement sujets joli. qui sont vigoureux d'autrement. Ouais. Ça dépend aussi de la qualité de la graine. C'est comme une mousse pareil. Il y a Ouais, des petits, bah, des gras, des chétifs, fragiles, des Ouais, c'est vrai, robustes, tous pareils. Et puis là, ça c'est un géranium rosa. C'est une plante. Bah, c'est celui qui est moche là-bas devant. Là, bah, là par contre il est très beau.
C'est aussi une plante, C'est mon parfum. à la fois ornementale, c'est la plante à part. C'est aussi une plante médicinale, c'est très bon pour la peau. Et Géranium rosa, Pelargonium graveolens. Toucher, frotter. Ah oui, oui, ça sent très bon. Frotte dessus. Vous pouvez frotter Avant de les sortir feuilles. en rendez-vous. C'est à utiliser en cuisine, ça aromatise beaucoup les Pour les plats, que ce desserts. soit les desserts ou même les plats de viande. Tout à fait. Les plats surtout le poisson. Oui, parce que viande aussi ou viande blanche, viande blanche, porc, choses qui n'ont pas trop de goût, justement, ça, Ouais, ouais. ça ne dépasse pas le goût de la viande, effectivement. Ouais, ouais. Mais beaucoup plus en pâtisserie quand même Oui, plus qu'en en cuisine. pâtisserie. Et le rosier, je sais pas, vous savez. Ah, ils sont bons lui aussi. Oui, Madame Isaac Ferrer, très parfumé. Ça c'est Madame. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est joli des petits vents comme ça. Et là, ça c'est une clématite, ça c'est moins sa 3e année, là c'est très long à s'implanter. Mais là, ça y est, elle commence à bien s'implanter et j'avais choisi sa couleur pour qu'elle s'harmonise, pour qu'elle fleurisse en même temps que le rosier et que la couleur s'harmonise avec celle du rosier. Tout est pensé et réfléchi. Hein. Oui, mais ça fait quand même 10 ans qu'on est là-dessus. L'inverse serait triste. Bon, alors on va continuer la visite. Alors ici, là, il y a aussi des choses à manger. Oh, Je vous ai petite dit, poule. on essaye de coloniser tout le jardin ornemental avec des trucs à manger. Alors là, il est arrivé une mésaventure à cet arbre-là. On a fait faire des travaux par un paysagiste qu'il a utilisé pour un treuil, et puis il a essayé, la tire fort, et il a essayé de déraciner, il a déraciné les arbres avec ça. Quand j'ai vu l'entaille qu'il y avait au-bas du... Je me suis dit, mon Dieu, mais il est blessé, tout ça, il était beau. Hein. Et puis, il m'a dit, mais non, mais ça, pas de problème, il va guérir, etc. Bah non. Un paysagiste. Ouais. Mais non. Mettre des protections. Bah oui, il faut mettre des protections. Alors après, il en a mis, mais c'était trop tard. Et du coup, la blessure s'est jamais cicatrisée. Et à la longue, il a quand même mis 10 ans à mourir. Hein. À la longue, un champignon s'est installé dedans. Et il a fini par atterrir là-haut. Alors une fois qu'il est atterri là-haut, terminé. Alors donc pour le moment, on le laisse parce que là en hiver, on met la boîte à graines pour les oiseaux. On a des légumes perpétuels là pour nous faire faire la soudure au printemps. Il n'y a pas grand chose à bouffer. Hein. Voilà. Et là c'est un potager au début de la saison, donc il commence à être productif. Et ce qui nous intéresse, c'est toujours été notre truc, c'est de faire le maximum sur une petite surface. Nous on est de la génération small is beautiful. C'est ce qu'on disait à l'époque, et les premiers barbacoutes et tout ça, c'était notre truc. Pas besoin d'avoir des gros jardins, des gros trucs. Il faut optimiser ce qu'on a. Et ce qu'on essaie de faire ici. Alors là, on a un jardin potager qui nous donne, une fois, on nous a demandé de peser. Et cette année-là, hein, il y a des années moins, des années avec plus, on a eu près de 300 kg de nourriture, de toutes deux. Je l'embête aussi. Bah oui, mais tu joues avec, forcément. C'est le coq, ça. C'est le cas, quoi. Il a une drôle de tête et du coup. Oui, mais fais gaffe. Hein. Il est agressif. Ben Non, oui, mais mais ça, il fait pas peur, hein. il est sur son territoire là. Ah ouais, bah tu sais. Ouais. Et il sait que, enfin, il vous aime pas ici. Hein. D'ailleurs, il ne m'aime pas moi dans le jardin. Hein. Ouais. Donc voilà. Ah, le bâton magique. Voilà, tiens, prends le bâton là. Et alors tout ce que tu as à faire, c'est le pointer vers lui, en fronçant les sourcils. Et je te garantis qu'il. Attention. Voilà, tu Ouais, vois. tu- Et il faut être- voilà, comme ça. Il en a rien à Là, il fait semblant d'être Non, gentil. tu tapes. Ah, Voilà. l'autorité de Marjorie Quand sur un il fait coq. ça, il fait semblant d'être gentil. Hein? Par contre, c'est hein. Enfin, elles font des beaux poussins. Vous en faites quoi des poussins? Des poussins, on les donne, on les mange pas. D'accord. Oh, Et c'est on bon, le le fait pas chicken. tout le temps, on l'a fait pour le plaisir 2 ou 3 fois. Ils sont absolument adorables, minuscules, tout noirs, avec une bande jaune sous les yeux et des grosses pattes bleues. Ils sont superbes. Mais au bout d'un moment, au bout de 6 mois, il faut les barber. Donc on en a donné un peu partout. Et on a fait ça 2 ou 3 fois. C'est pas une race qui plaît. Pourtant, moi je trouve qu'elles sont belles. Ah ouais. Les barbus, oui, c'est mignon, les reflets tête là. Voilà. Et c'est pas une race qui plaît. À chaque fois qu'on a eu des poussins, on a eu énormément de mal à. Enfin, des poulettes, on a eu énormément de mal à les caser. D'accord. Et puis en plus, j'aurais tendance à dire, un coq de cette taille-là agressif, ça va. C'est pour ça que je suis il y a une restée partie, en pantalon. Hein. il y a une partie qui habite la Creuse, les coqs, ils sont... Ouais, mais j'ai entendu dire que plus ils étaient grands, moins ils étaient agressifs. Ah non, non, non. Mais il y en a, il y en avait un à côté de chez mes parents, il était comme ça.
Et il approchait pas. Ah, d'accord. C'était comme là, hein, c'était son territoire. Plus les ergots sont longs, plus il est costaud, et Oui, voilà. plus c'est il ça. a d'hormones et il est agressif. Ouais, Et voilà. lui, il a des dagues, le premier. Hein. Voilà. Donc je disais, ben voilà, l'idée c'est de tirer le maximum de nourriture parce qu'on essaie d'avoir le plus d'autonomie alimentaire. On suit les préceptes, le premier principe de Bill Mollison, Jusqu'à présent, on a toujours fondateur de la réussi à permaculture, faire vous tout avez ça, entendu parler de Bill Et en Mollison. général, on Son premier principe, c'est établir une production. C'était bien. Produire pour se donner à bouffer. Le reste, ça Toujours vient. très difficile. Et D'une donc part, on parce applique que ce j'en ai principe très peu, au max. Et d'autre part, parce que c'est drastique. Et pour ça, on utilise un système de rotation très strict qui est comment dire, amélioré avec un système d'association et de succession. Alors pour faire simple, là ils sont en avance si c'est tout. Par contre, je peux vous donner l'adresse. On a 4 planches. 4 planches parce que c'est tout ce que je pouvais mettre là. 1 mètre de large, 8 mètres de long. Donc on a une rotation sur 4 ans. Chaque planche représente une année. Et là vous tombez bien parce que c'est le début de l'année. Donc sur cette planche-ci, on a les pommes de terre nouvelles. Ici on a les fabacées. Ici on a c'est mixte. On a des panais pour l'hiver avec des cèpes de lézignan pour les salades d'été. C'est des cèpes superbes. Tu les manges crues, elles sont excellentes. Là-bas on a les échalotes. Ici des fèves, des courgettes, des tomates, etc. Si on s'en tenait là, on n'aurait pas beaucoup de légumes et on n'aurait pas de grande variété de légumes. Donc on doit faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que chaque planche doit nous donner plusieurs récoltes différentes dans la saison. Alors tout ça tourne évidemment. Hein. Ce que vous voyez à droite, l'année prochaine ça va sauter ici. Ça va sauter là. Ça va sauter là. Et les patates elles vont faire un grand bond et elles vont arriver là. Afin de ne pas épuiser le sol aussi peut-être. Alors, la rotation, c'est une pour ne pas pour entretenir la fertilité du sol, pour ne pas l'épuiser en certains nutriments. Deux, éviter les proliférations de maladies, hein, parce que chaque plante a sa maladie propre, bouffe ce qu'elle veut dans la terre. Si on plantait des pommes de terre tout le temps à la même place, on finirait par épuiser certains nutriments, on dépend d'autres, etc. Il y a ça, mais pour nous aussi, et c'est très important quand on veut optimiser l'espace, c'est un outil de planification, la rotation. Nous, on sait exactement, pendant toute la saison, pendant toute l'année, où, quand, comment on va intervenir, et ça d'une année sur l'autre. Une fois que le plan est établi, Une fois que c'est lancé, c'est lancé. Quoi. ça se déroule comme un film. Alors, ça n'empêche qu'on peut faire des expériences. Moi, cette année, je vais changer un petit peu ce qui va arriver après les pois, là, pour me permettre d'avoir un carré de mâche. D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant l'année? À la fin du mois, début juillet, les pommes de terre nouvelles seront levées et mises en silo à l'intérieur pour commencer à être consommées. Elles vont être immédiatement remplacées par des poireaux et des carottes pour l'hiver. C'est-à-dire qu'à la place des pommes de terre, je vais retravailler à la rosalinette, je vais retravailler le sol. Et une rangée de poireaux, une rangée de carottes, une rangée, on a plus de 100 poireaux, je crois même carottes. Ah ouais, en juillet, vous ressemez des carottes. Alors si tu veux des carottes pour l'hiver, tu sèmes en juillet. Ouais. Et par Et les contre, petits pois, vous les avez fait à la volée sans éclaircir? Parce qu'il y en a plein. non, c'est pas à la volée ça. Ah Là ouais. c'est pour la technique, là pour les techniques de plantation, c'est autre chose. Ouais, Mais non, donc voilà. Donc là on aura dans la saison, on aura 3 récoltes sur la même parcelle. Ici j'ai un premier semis de haricots. Quand le premier semis de haricots sera consommé, il sera remplacé par des choux d'hiver, des navets et des radis red meat, un radis japonais succulent, et qui vient en hiver. Quand les pois seront consommés, je vais faire un second semis de haricots qui va nous donner plus tard, en fin d'été. Quand le second semis de haricots sera terminé, je vais mettre au centre une rangée de choux de printemps et puis de part et d'autre, je vais mettre de la mâche. Qu'est-ce que je vais mettre encore? C'est écrit quelque part. Et voilà. Donc là, on aura 3 ou 4 récoltes dans la saison. En début d'année, j'ai semé des panais. En mars, eux, ils vont rester toute l'année
jusqu'au printemps prochain. Ils seront consommés au fur et à mesure des besoins pendant l'hiver. De part et d'autre des panais, il y avait les fèves, elles sont parties. J'ai mis des cèpes de lézignan pour les salades d'été. Les échalotes qui sont au bout là-bas seront remplacées par une ligne de côte de bête et 2 lignes de part et d'autre de betterave rouge. Ça sera consommé, ça commencera à donner à l'automne. Les betteraves rouges vont continuer pendant l'hiver, au fur et à mesure des besoins. Les bêtes vont s'endormir pendant l'hiver, au printemps elles vont repartir et nous donner plein de récoltes avant d'être remplacées par autre chose. Et au milieu, là où il y a le pavot, c'est quelques salades et puis j'ai mon semis de poireaux justement qui en juillet va aller là. Je le sème très tôt et puis après ils viennent quand ils sont à peu près comme un crayon, hop, je les mets là. Voilà. Et ça, ben, il y a les tomates au bout et puis ici c'est des fèves qui ont été semées en novembre dernier qui commençaient à donner. À la fin du mois, début juillet, on aura tout fait. Donc je vais les couper à ras, en laissant les racines. Il faut toujours laisser les racines dans la terre. Couper à ras, hacher, et elles seront mises en paillage. Et elles vont nourrir les 4 courgettes, une par mètre carré, que j'ai déjà mis là. Elles sont en train de dormir là. Et puis dès qu'elles vont avoir la lumière, elles vont exploser et elles vont commencer à produire. Voilà. C'est pour ça que vous avez des légumes précoces, parce que vous laissez aussi Alors, des oui, choses à l'avance. Des légumes précoces. Comme on a un problème d'ombre, des légumes qui ne sont pas trop hauts, on ne fait pas des pois ramans. Les pois ramans, ils montent plus haut que moi. Les haricots, c'est toujours des haricots nains, parce que sinon ils montent plus haut que moi, et ça fait de l'ombre. Ouais. Donc c'est toujours très précoce, et c'est possible petit. Et les tomates, vous les mettez pas sous bâche? Les Non. mildiou, tout ça, vous n'avez pas peur? Non. Ah ouais? Tant que je peux les cultiver dehors, non. Mais, et il faut essayer de, à part Du des coup, filets, on n'a pas de plastique. Hein, nous. Oui, voilà. Et du coup, vous les protégez ou en Non, prévention ou du cuivre? Non, non, tu vas les voir. Oui, avec le cuivre, oui. Ah ouais. Alors le cuivre, un mot aussi à propos du cuivre, on entend des horreurs. Ah, ça empoisonne la terre, ça tue les vers de terre, etc. Si vous écoutez et lisez des spécialistes en microbiologie, Marc-André Sellos, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une pointure. Hein. Ah, si vous voulez vous régaler d'écouter ces conférences. Qui ça, comment il s'appelle? Marc-André Sellos. Ah d'accord. Il est super sympa parce que c'est un prof qui travaille pour un musée, parce qu'il est plus libre de faire ce qu'il veut. C'est un prof très, très reconnu. Hein. Et il donne, lui, c'est passer ce qu'il sait gratuitement. Donc sur YouTube, vous avez plein de conférences sur la vie du sol par Marc-André Sellos, et je le recommande, c'est super. Il a écrit un bouquin aussi, Jamais seul. Alors lui, il s'y connaît en vers de terre, enfin, la vie du sol, quoi, la microbiologie. Et lui, par contre, il dit le cuivre, c'est bloqué très vite dans la terre, ça ne bouge plus, ça fait pas de mal du tout, il n'y a aucun problème. Mais intuitivement, j'avais commencé à dire, je l'ai appris là, il n'y a pas longtemps, je regardais une de ses conférences. Je me dis, je suis bien content, parce que chaque fois qu'il y avait un mec qui me disait, ouais, le cuivre, tu vas tuer le sol, etc. Écoute, moi je viens du sud, donc mes parents et mes grands-parents étaient viticulteurs pendant des dizaines d'années, des décennies, ils ont déversé du cuivre sur les vignes. J'ai toujours vu les vignes avec du poireau sauvage, des arrochotes comme ça, enfin plein de vie, c'est fertile, quoi. Donc j'y croyais pas au cuivre qui abîme le sol. Et Sellos vient de le confirmer. Donc le cuivre n'est pas de problème. Et si le cuivre est autorisé, donc si vous pouvez vous autoriser le cuivre, faire des tomates en Bretagne à l'extérieur est possible. On le fait chaque année depuis 10 ans. Ah, c'est génial ça. Et je C'est le vrai que faisais c'est en pas beau Angleterre le aussi. plastique. J'ai vécu en Hein Angleterre 30 ans, je le faisais Ah là-bas ouais. aussi, avec un climat encore plus rigoureux. Puis je c'est faisais pas des beau du plastique comme les serles ou les tipis. Enfin, moi, j'aime On pas. essaie de travailler le moins. Ça, c'est pour les poules. Hein. Si on laissait les poules sur les planches, vous avez vu gratter, là, ça serait un désastre. Ah bah les poules, ça ravage. Donc, pour les techniques de plantation, alors là, j'aime pas trop faire des sillons. Moi, je préfère faire un petit trou et mettre les graines ou la patate ou un truc comme ça. Parce que j'ai le temps, parce que c'est petit. Si j'avais les 50 mètres de pommes de terre à faire, évidemment, je ferais un sillon et puis je jetterais mes trucs. Et là, on peut bichonner, on a le temps, il n'y a pas de problème. Les petits Il pois, vaut ils mieux sont travailler très comme proches. ça. Hein. Pardon ? Ils sont proches les petits pois, là, les Les petits pois, ils sont à 30 cm, c'est un poquet Ah de ouais. 6 ou 7 graines.
pieds, chaque 30 cm. Les haricots, c'est un poquet de 5-6 graines de nouveau, tous les 20 cm. 20 cm, c'est ça. À peu près. Voilà. Et ça, ouais, ça pousse bien quand même. Là, c'est surgelé, mais on va devoir y aller parce qu'il y a monsieur qui travaille. Ah ouais. Pas de pause et voilà. On pensait 1 heure de visite, Oui, et oui. du coup comme ça déborde un petit peu. Oui, oui. Là, on Pas est- de problème, vous pouvez revenir si vous voulez. Avec plaisir. en Pas tout de cas, problème, c'est- hein, vous avez les coordonnées. Est-ce qu'on aime, si quelqu'un est intéressé, veut commencer un jardinage, ou on est là pour aider. Ah ouais. Pour aider, on a- Pas les Sympa, hein. coordonnées, parce qu'on a Ah, les coordonnées, il faut on que a pas là. eu, c'est la mairie, on a les coordonnées de la mairie, mais on n'a pas. Voilà. Il ne faut pas louper le temps des semis pour les petits pois aussi. Alors les petits pois, le plus tôt possible dès qu'on Ouais. peut. Quoi. Mais c'est dommage, on ne peut pas revenir après. Après quoi Bah, du coup, après le mois d'avril, par exemple, on ne peut plus. Si on peut faire... C'est plus aléatoire. On peut faire un second semis de Ah ouais. petits pois, mais ils n'aiment pas la chaleur. Mm. Il vaut mieux, on n'a plus de réussite en début de printemps là, ou au printemps quand il fait encore frais. Ouais. Et là ça va bien. Ou alors le mettre à l'ombre, parce que là, il est à l'ombre, il Ou pousse alors à super l'ombre. bien. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est si Bah joli ouais, dans il est notre joli, potager, mieux exposé. Mais oh non, les pois cette année sont de miracle. Voilà, donc tu fais ça. Et alors le principe, là, c'est le principe de permaculture habituel, c'est-à-dire qu'on n'emploie pas d'engrais de synthèse du tout et on utilise le moteur de la fertilité naturelle, c'est-à-dire le compostage en surface. Ouais, on regarde la terre et la matière végétale morte ou animale morte tombe constamment à terre. Elle est digérée par la vie du sol qui nourrit les plantes, qui nous nourrissent à notre tour, ainsi de suite. On vit sur un silo sur un compost. La terre, c'est ça, c'est le gros silo de compost. Et le boulot du permaculteur, permaculture c'est à la mode. Le montant on disait bio. Le jardinier bio, il utilise ça. Du coup, vous allez le chercher en brouette Alors non, justement, on voit beaucoup, nous on ne fait pas de butte parce que c'est pas la peine. Quand tu as de la terre, utilise la terre. La butte, elle est là pour quand tu n'as pas de terre, ou alors une terre vraiment Pas belle. infâme, quoi. Alors là, tu crées de la terre en rapportant des matériaux, en faisant des buttes, etc. Ou tu fais une butte aussi si tu as un terrain trop mouillé, tu sais, trop inondé, et tout ça. Donc tu fais une butte pour assécher. Voilà. Si tu es en période sèche, tu fais une butte à la Steven Ferrer, là, où tu fais un trou, tu mets du bois pourri, bien imbibé et tout, pour créer une zone humide dessous. En Bretagne, il n'est pas mieux de faire ça. Tu fais ça dans l'Ariège, tu fais ça ailleurs. Mais pas ici. Donc, la butte, c'est pas la permaculture, hein, c'est une technique, c'est tout. La permaculture, c'est adapter les techniques à sa situation. Et du coup, le compost, vous mettez... Alors, on couvre le sol avec un tas de matière. Tu vois, le sol, il est toujours couvert de débris. Moi, j'aime pas trop ça dépend des goûts. J'aime pas trop le paillage épais. Il a des inconvénients. D'abord, il empêche la pluie, les petites pluies de pénétrer. Il ramène des limaces. Bon. Par contre, un paillage pas trop épais, 5 cm, 2, etc., c'est bon, ça suffit. Et donc les tentes de gazon, on a gardé de l'herbe exprès pour ça d'ailleurs, pour ne pas avoir à aller chercher ailleurs. Il faut essayer d'éviter d'aller chercher ailleurs. Ouais, voilà. Et utiliser tout ce que tu as à ta disposition dans ta parcelle. Donc, l'herbe là, elle est jolie, elle rafraîchit, elle est belle, elle nourrit les poules, mais elle nourrit aussi le potager. Toutes les tontes vont au potager, c'est plein d'azote, impeccable. Tous les déchets végétaux, tout ça, je vous ai expliqué, on a un tas de fumier là-bas, c'est entreposé pour atterrir au potager. Voilà. Donc, évidemment, on ne va pas mettre des déchets de cuisine direct parce que c'est pas beau. C'est bon, c'est recommandé. Hein. Il vaut mieux ça que faire composter. Mais ça ferait pas beau et on n'a pas assez de matière sèche pour couvrir le désastre. Enfin, ça ressemble à des détritus quand tu les jettes. Hein.
Quand on a des voisins qui peuvent regarder dans votre jardin, c'est pas... Et voilà, alors s'ils voient une décharge, Je fais ils pas vont non dire... plus, ouais. là, Enfin, je fais dans ma jardinière, juste sous ma fenêtre de ma cuisine, voilà, parce que personne ne peut voir, mais Voilà. sinon je fais ça, ouais. Sinon, oui, tu as les voisins qui vont gueuler. C'est ça, ouais. Alors il y a un moyen de faire, hein, c'est de mettre de la paille par-dessus ou du foin. Et hop, tu mets tes déchets par-dessous, ni vu ni connu, ça marche très bien. À ce moment, on recommande plus le compostage en surface, ça, direct, que le composter pour avoir du compostage mûr. Et on en revient du compost mûr. Parce que justement, la vie de chaque organisme dans le sol a ses besoins et ses préférences aussi. Les champignons vont aimer le bois, vont aimer la paille, des choses comme ça. D'autres organismes aimeront plutôt du mouillé, du vert. Bon. Donc il faut donner de tout. Tu donnes de tout. Voilà. Donc c'est continuellement couvert. Ensuite, on utilise ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Là, j'ai désherbé parce qu'il y a de l'eau, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc, évidemment, il ne faut pas de concurrence à nos légumes. Sinon, on ne désherbe pas trop. On laisse même les herbes pousser assez pour nous faire un peu de biomasse. Et là, on désherbe. Et on laisse sur place. Ça nous fait un paillage en plus, gratuit. Les mauvaises herbes, elles arrivent toutes seules. On n'a pas à les acheter. C'est un engrais vert, en fait. Et vous coupez ou vous arrachez la... Là, j'arrache. Ah Ouais, oui, d'accord. pour les mauvaises herbes, Parce on que arrache. beaucoup remontent là. D'accord. Donc si tu coupes, elles vont remonter. Ouais, c'est super costaud ce truc. Donc on arrache, on met sur le sol. Même si le sol est humide, ça va se réenraciner, mais voilà. ça va être très affaibli. Donc après, hop, tu l'enlèves comme ça. Et au bout d'un moment, tu as un sol. Alors, on ne marche jamais sur le sol cultivé. Jamais. Tout le travail se fait depuis le côté. Tout le temps. Ce qui fait que s'il y a un pissenlit, même un beau, 9 fois sur 10, on peut le tirer sans avoir à utiliser le truelle. Le sol n'est jamais compact. Mais quoi qu'on dise, le sol, ça se compacte toujours un peu. Hein. Là, tu entends des gars qui disent moi je travaille jamais le sol, etc. etc. Je ne sais pas comment ils font, au bout d'un moment, ça se passe quand même sous l'action du climat, de la pluie, du poids même, de la gravité. Ouais. Et donc, c'est moins oxygéné. Si c'est moins oxygéné, il y a moins de vie. S'il y a moins de vie, il y a moins de fertilité. Donc, de temps en temps, même avec ce système, il faut donner un coup de grelinette, aérer un peu, passer un coup de croc. La binette. Ça, c'est des instruments de base. On fait tout avec ça. Ouais, la binette, c'est T'as pas besoin d'autre. Si on a deux... Il y a la truelle aussi. Hein. Il y a la truelle. Truelle de 4 inches. Et on trouve J'en ça ai qu'en vu une Angleterre. dans le jardin. Là. Ouais, parce qu'elle a une forme particulière. On trouve ça qu'en Angleterre, c'est une pelle de maçon, ils appellent ça pointing trowel, 4 inch. Et très costaud, ça n'a rien à voir avec une truelle, l'acier, nickel, c'est vraiment bon. Tu fais tout avec ça, tu peux désherber, tu peux faire un petit trou, c'est vraiment très, très bien. Et tu mets ça dans la poche arrière, hop, tu fais ce que tu as à faire, tu as besoin de ta truelle, tac. Donc, Moi, j'en et ai voilà. une aussi, mais la mienne est plus usée encore. Oui, parce que c'est des truelles de mon ancien boulot que j'ai récupéré. Ouais, la grelinette est très bien aussi. Donc, grelinette pour aérer le sol en profondeur. Alors, vous verrez des gens utiliser la grelinette comme une bêche, c'est-à-dire tirer, faire ça. Non, 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 non. On plante, avant, arrière, on recule un peu, avant, arrière, on recule un peu, c'est tout. Juste aérer. Et tu finis le boulot avec le croc. Parce qu'évidemment, ça te laisse des, comment on dit, ridges, Des mottes. des mottes, quoi, des Ouais. tranches, des tranches. Alors tu brises ça, comme ça, doucement, pour briser les mottes et faire un lit de semences. Et le lit de semences, plus la graine est petite, plus tu le fais fin. Plus la graine est grossière, moins tu le fais fin. La carotte, tu fais un lit de semences, c'est assez fin. Le haricot, beaucoup moins, c'est gros. Vous allez remettre des carottes, vous avez dit? En juillet, je Ah vais, oui, c'est oui, il y aura tout ça, là, ça va être des poireaux et des carottes en alternance. Et ça va. Là, vous éclaircissez. Alors, les carottes, on éclaircit. Les poireaux, ils seront déjà plantés. Ils sont plantés à distance, Ah ouais, d'entrée déjà. directe. Ils sont là-bas. Ils attendent. Et là, je vais les enlever. Ils sont gros comme des crayons. Donc, eux, ils vont être plantés à distance directe. Les carottes, non. On va semer comme ça. Ah, vous les changez de place, vous les rempotez? Les poireaux, Oui, oui. Ah oui. direct. Je ne vais pas les rempoter. Hein. Je vais les arracher. Ah oui, les arracher là, d'accord. Je vais leur couper les racines, couper le verre. Et je vais les planter dans des trous.
un trou individuel au plantoir, tac, poireau, un peu d'eau et c'est parti. Et entre les poireaux, on va mettre des carottes. Ça, c'est les carottes d'hiver. Les carottes d'été, ça se plante au moment où on met les oignons. On met les oignons au printemps. Ils ont bien pris, je suis contente. Les carottes, Un rang d'oignons, un rang de carottes. Et là, ça va te donner des carottes d'été et d'automne. D'accord. Et j'avais une question pour les tomates. Comment vous utilisez du coup le cuivre? C'est sous quelle forme? C'est une solution qu'on pulvérise sur la tomate. D'accord. Alors, il y a un truc, hein, c'est que, en fait, c'est préventif, hein, c'est pas curatif. Si la maladie est là, vous n'allez pas l'enrayer avec le cuivre. Ce qui fait que le secret, c'est de mettre du cuivre dès la plantation, sans attendre. Il faut que le cuivre soit là quand la pluie arrive. Parce que si le cuivre n'est pas là, la pluie va réveiller les spores de mildiou et ça va se répandre comme un incendie. Là, c'est foutu. Tandis que si le cuivre est là, les spores vont être inhibés. Voilà, donc à la plantation, vous cuivrez, vous laissez pousser. Si ça pousse bien, évidemment, les jeunes pousses n'ont pas de cuivre, vous mettez le cuivre. Et puis vous attendez jusqu'à la prochaine ondée, la prochaine pluie. Si ce n'est pas une pluie lessivante, il y aura toujours du cuivre sur la feuille. Si c'est une forte pluie, vous attendez que ça sèche, vous recuivrez. Voilà. Et n'écoutez pas